N'en grignotez pas que de rire, mais savourez-en la pieuse.
belle fille convenant à son âge sur l'ordre de son père. Il passa tout le temps comme une épousine rencontrée, c'est-à-dire à boire, manger et dormir. À manger, dormir et boire. À dormir, boire et manger. Sans cesse, il se vautre dans les ordures, se noircit le nez, se barbouille le visage. Il rompt ses souliers, baille souvent en mouche, et court volontiers après les papillons dont son père est roi. Il pisse sous ses souliers, chie dans sa chemise, morte dans sa soupe, il patauge partout. Les petits chiens de son père mangent dans son écuelle, même qu'il mange avec eux. Il leur mord les oreilles, il lui suce le nez, il leur souffle dans le cul, il lui lèche les babines. Et vous savez quoi? Que la soulerie vous choule. Ce petit paillard n'arrête pas de peloter sans dessus-dessous, sans devant derrière. Et il commence déjà à exercer sa braquette. Que chaque jour nous aurions de beaux bouquets, De beaux rubans, de belles fleurs, de belles guirlandes. Et nous passons notre temps à la faire monter entre nos mains comme la pâte dans le pétrin. Et elle s'esclave chaque fois qu'elle lève les oreilles. On dirait que le jeu leur plaît. mon petit poucet, oh ma fille, Ma branche de corail, ma fonde, mon bouchon, mes brocards. ma tringle, ma tartare. Ma petite andouille vermeille. Ma petite couille bredouille. Elle est à moi. C'est la mienne. Mais n'en aurais-je donc rien? Par ma foi, je la couperai donc. Mais vous lui feriez mal, madame. Coupez-vous la chance aux enfants. C'est à l'âge d'un an et 10 mois que son père ordonna qu'on lui fit des vêtements assez couleurs, qui étaient le blanc et le bleu. Le bleu signifiant le ciel et les choses célestes, selon les mêmes symboles qui font que le blanc signifie joie et plaisir. Effectivement, on s'y employa et il fut fait, taillé et cousu à la mode de l'époque. Pour votre chemise, nous avons levé 900 zones d'étoiles de châtellerault et des sangs pour les gousser en forme de carré que nous mettrons sous vos aisselles. Cette chemise est des points foncés, car les tronces des chemises n'ont été inventées que depuis que les lingères, lorsque la pointe de leur aiguille était cassée, ont commencé à travailler depuis. Pour votre pourpoint, nous avons levé 813 zones de satin blanc. Et pour les aiguillettes, 1509 pots et demi de chiens. Pour vos choses, nous avons levé 1150 haules entières d'étamines blanches. On les échappera en bandes parallèles striées et crénelées sur l'arrière. Pour ne pas vous échauffer les reins. Et dans les échancrures, on fera bouffer une tissu de damas bleu autant qu'il est besoin. On peut dire qu'il a de très belles jambes, bien proportionnées à sa taille. Oh oui! Pour la braguette, on a levé 16 zones un quart du même temps. Elle aura la forme d'un arc bouton, plaisamment attaché à 2 belles boucles d'or. Que fixeront 2 crochets d'émail, où est enchâssé
garniront le tout de belles broderies en filigrane d'or, avec du ravissable entrelacs d'orfèvrerie, avec des fins diamants, des fines roubliniques, des fines turquoises et des verres d'Oriane. Ne dirait-on pas une belle corne d'abondance, telle qu'on en voit sur les statues antiques, toujours vivaces, succulentes de rosée, toujours verdoyantes, toujours florissantes, toujours fructifiantes, pleines de sucre, pleines de fleurs, pleines de fruits, pleines de tous les délices. Dieu sait qu'il fait bon à voir. Je précise que si elle est bien longue et bien ample, elle est aussi bien garnie et bien fournie à l'intérieur, ne ressemblant en rien aux hypocrites braguettes d'un tas de mignons qui ne sont pleines que de vent. Oh, grande dame du sexe féminin. Et place maintenant aux agapes, place à la danse, des fourchettes et des couteaux, aux psaumes qu'entonnent les bouteilles, un joyeux appétit à tous et que la musique nous embaume le cœur. De
La beuverie, frequendi calices, quem non fecere dissertum. Une coupe féconde a toujours donné aux mortels grande faconde. Faute de boire pour la soif présentement, je bois pour la soif à venir. Pour une éternité beuverie et une beuverie d'énergie. Et moi, je ne bois que par procuration. Chantons, buvons, entonnons un cantique. Entonnons! Où est mon entonnoir? Je mouille. Je humecte. Je bois de peur de mourir. Buvez toujours. Vous ne mourrez jamais. Si je ne bois, je suis à sec. Me voilà mort, mon âme s'enfuit vers d'autres mares. En sec, jamais l'âme n'a. C'est bien vrai. Un arrosage perpétuel pour les boyaux noués et desséchés. C'est gâché, chantez, buvons. Buvons, qui va laver les tripes. Point besoin d'aller à la rivière. Je ne bois guère plus qu'une éponge. Et moi, 6 coupes de terra ciné à quoi? Comme une terre privée d'eau. Or ça, à boire ça, il n'y a pas le compte. Que l'on proclame à coups de flacons et bouteilles, quiconque aura perdu la soif n'aura point à la chercher ici. Ouais, les longs mystères de beuverie lui ont fait vider le logis. Le grand Dieu a fait les planètes! Nous faisons les planètes! L'appétit vient en mangeant. La soif s'en va en buvant. Ah, la bonne et divine et ivresse était le point nécessaire et indispensable pour philosopher en vin, et non pas en vin. Pour opiner en chopinant sur la substance, l'excellence et l'éminence vertu du divin et désirer beau. Et sans plus tarder, accompagnons nos compagnons en cueillir pour ouïr et voir les exploits extraordinaires du bon moine Jean et Saint-Thomas. Du temps de la guerre de la galette, les soudards du roi Picrocole, voisin de Montgouzier, étaient arrivés jusqu'à l'abbaye de Seuillé et en avaient envahi. Il y avait alors dans l'abbaye un moine cloîtré nommé frère Jean des Entombeurs. Jeune, vigoureux, cafard, joyeux, bien adroit, arté, entreprenant, décidé, fort en gueule, le nez avantageux, beau débiteur de prière, bel expédieur de messe, pour tout dire, un vrai moine, s'il en fut jamais, depuis que le monde moina. En entendant le vacarme que faisaient les ennemis dans la ville, il sortit pour voir ce qu'ils faisaient. En constatant qu'ils vendangeaient l'enclos dont dépendait leur boisson de toute l'année, ils s'en retournent dans le cœur, auprès des autres moines, tous ahuris comme des fondeurs de cloches. Que ne chantez-vous?
se tue. Enfin, faisons en sorte qu'il ne soit point troublé par vous-même, monsieur le prieur. Vous aimez en boire. Et, d'une ailleurs, ce que c'est tout tombe de bien. Écoutez, vous autres messires, qui aiment le vin corps de Dieu, me suivent, et que Saint-Antoine me brûle s'il touche un godet. Ceux qui n'auront pas secouru la vie. Sur ces paroles, voici que le frère Jean ôte sa robe, se saisit du bâton de la croix, fait en cœur de sorbier, long comme une lance, et le tenant bien en main, il sort, vêtu de sa casaque. Et du bâton de la croix, il donne si brusquement sur les ennemis qui grapillaient dans l'enclos, qu'il les renverse comme des porcs, cognant à tort et à travers sur mon ancien escrime. Aux hommes d'écrabouille la cervelle, aux autres, il brise un des jambes, à d'autres, il démêle les vertèbres du cou, à d'autres, il disloque les reins, ravale le nez, poche les yeux, fend les mâchoires, défonce les omoplates, déboîte les fémurs, émiette les tibias, à d'autres encore, il crève le nombril à faire sortir les tripes, ou bien perce le moelle oculaire à travers. Si quelqu'un veut se sauver, veut se cacher au plus épais des ceps, il lui froisse les piles dorsales et les reins comme un chien. Si un autre veut se sauver un client, il lui réduit la tête en miettes. Et si un autre grimpe dans un arbre pensant y être en sûreté, de son bâton, il l'empale par le fond. Croyez-moi, c'était le plus horrible que je n'ai jamais vu. Ah, frère Jean, mon ami, frère Jean, je me rends. Tu y es, mais aussi, tu vas rendre ton âme à tous les diables. Les uns mouraient en parlant, les autres parlaient en mourant. Les uns parlaient sans mourir, et les autres mouraient sans parler. Et c'est ainsi que par les exploits de frère Jean furent déconfits tous ceux de l'armée qui étaient entrés dans l'enclos, au nombre de 13 622. En fait, ce combat pour sauver nos belles vignes de ce marouf d'été n'était qu'un encas dans ma campagne de bataille. Il y en eut de bien plus savoureux. Poursuivant un jour mes ennemis en débandade, ceux-ci, me voyant seul, firent volte-face. J'en fus surpris et fait prisonnier. Ces faquins, avant de l'étaler, me laissèrent à la garde de 2 archers. Je vis aussitôt qu'il n'était guère instruit en matière d'armes, car il m'avait laissé mon braquemar. Aussitôt, je tirai mon braquemar et on frappait l'archer à ma droite, lui coupant entièrement les veines jugulaires et les artères carotides. Jusqu'à la lèvre, et retirant la lame, je lui tranchai la moelle épinière entre la 2e et la 3e lèvre. Il tomba raide mort. Au 2e maintenant.
porte, je vais vous faire cardinal. Ici même. Vous rançonnez les gens de religion. Je vais vous faire un chapeau de docteur à 7 heures de ma main. Ah, monsieur le pieux, monsieur l'abbé futur, monsieur le cardinal, monsieur le tout. Ah! Non! Monsieur le prieur, mon bon petit seigneur de prieur, je me rends à vous! Et moi, je te rends à tous les diables, et d'un seul coup, ha! Je lui tranche la tête en lui ouvrant le crâne au-dessus de l'os Pétrus. Ou le temporal. Avec la suture sagittale et les deux os coronales ou bregmatis. Et une grande partie de l'arrière. Ce faisant, je lui ai ouvert à l'arrière, juste entre la deuxième et la troisième vertèbre. Le reste du corps, le reste de la tête, lui pendouillait sur les épaules. Retenu par derrière par la peau du péricrâne. Comme un chapeau de docteur, noir par-dessus et rouge dedans. Et c'est ainsi qu'il est tombé raide mort. Raide mort. Ayant infligé au géant du roi Anarche une déconfiture gigantesque, Pantagruel se retira auprès des flacons et appela Panuche et les siens qui se rendirent à lui sains et saufs. Mais Épistémon ne vint pas. Ce dont Pantagruel fut si triste qu'il voulut se tuer. Seigneur, allons, attendez un peu. Et nous le chercherons entre les mains. Verrons si c'est vrai. Ainsi donc, comme ils le cherchaient, ils le trouvèrent, raide mort, la tête entre les bras, toute sanglante. Pantagruel fut si triste, de plus grand deuil comme tout le monde. Enfant, ne pleurez pas. Il est encore tout chaud. Je vous le guérirai, aussi bien portant qu'il n'a jamais été. Suivez l'opération. Il faut que la tête reste chaude et qu'elle n'attrape de courageux. Je ne l'oublie pas. Je vais bien perdre la tête. Laissez ces pleurs. Aidez-moi. Du vin blanc pour lui nettoyer le col et la tête. Et de la poudre d'aloès. Sur moi. Là, il ne
comprit pas de quel onga il s'agissait. Attention à la partie la plus délicate. Il faut ajuster la tête, veine contre veine, spondyle contre spondyle, pour qu'épistémon ne soit pas tombole. Les travaux d'aiguille maintenant, pour que la tête ne retombe pas aussitôt. Pour terminer, un peu de poudre, de poudre, de poudre, de poudre ressuscitative. Maintenant, les guéris, à coup sûr. On lui donna un verre de drap vilain vert plat. Épistémon fut ainsi guéri habilement. Sauf qu'il fut enroué depuis 3 semaines et une toux sèche dont il ne fut jamais guéri, sinon à force de boire. Ah, mes amis. J'ai vu les diables. J'ai parlé à Lucifer familièrement. J'assure devant tous que les diables sont de bons compagnons. Pour les damnés, je suis bien désolé que Panurge m'ait sitôt ramené à la vie, car je prenais assez de ce temps. Allez voir. Comment? On ne le traite pas si mal que vous penseriez. Mais leur état est changé d'étranges façons. J'ai vu Alexandre le Grand qui rapetassait les vieilles choses et gagnait ainsi sa propre vie. Xerxès, vous donnez la vie. Jules César. Qu'est-ce que je fais déjà? Écrire à la moutarde. Xerxès, il y a la moutarde. Darius, écorcher les choux au mort. Et Jules César, je prenais de la vie. L'Osmodula, écorcher les chevaux morts. Et tous les chevaliers de la table ronde étaient de pauvres manœuvres. Pape Alexandre chassait les rats. Et le pape Sixte soignait la demeure. Comment? Il y a des Véroniques là-bas? Certes, j'en ai jamais vu autant. Il y en a plus de 100 millions. Car ceux qui n'ont pas eu la vérole dans ce monde-ci, l'un dans l'autre. Suivons. Jusqu'au trou de Gibraltar. Je n'ai plus. Attendez, je n'ai pas fini. Les 12 pairs de France sont là et ne font rien qu'à gagner leur vie en durée. Force claque, chaude et grand coup de poing dans les tranches. Godefroy de Bouillon fabriquait des images en carton. Romulus était rappeleur de Sarah. Charlemagne, pas le fournier. Mélusine, procureuse de casseroles. Sémiramis, épouilleuse de pélitre. Cléopâtre, ponteuse d'oignons. Et Charlemagne, on peut n'en sait rien. C'est bon, c'est bon. Tel est le sort de ceux qui avaient été grands seigneurs en ce monde-ci. Et au contraire, les philosophes et ceux qui avaient été indigents de leur vie terrestre étaient
Gargantua, Grangousier et leurs amis s'appliquaient à baffrer tout ce qui leur tombait sous la dent. Grangousier s'est alors mis à raconter les hauts faits guerriers de frère Jean des Empereurs, le plaçant au-dessus de Scipion, de Pompée et de César. Du coup, Gargantua voulut qu'on le fasse chercher sur l'heure, ce qui fut fait. Hé, frère Jean, mon ami! Frère Jean, mon grand cousin! Frère Jean! La collade, mon ami! À moi l'embrassade. Ça, bouillon, que je terrain à force de t'embrasser. Là, ici, près de moi! Je veux bien, puisque cela vous plaît. Déposita cappa! Ôtez ce froc! Par Dieu, mon gentilhomme, il y a un chapitre des statuts de mon ordre qui s'y oppose. Merde pour votre chapitre! Ce froc vous brise les deux épaules! Jetez-le bas! Mon ami, laisse-le moi, car par Dieu, je n'en vois que deux. Si je le laisse, je n'aurai aucun appétit. Mais à table, avec cette tenue, je boirai à toi et à ton cheval. Dieu garde la compagnie. J'avais soupé, mais je n'en mangerai pas moins. Prenez la perdrix ou la cuisse d'une nonna. N'est-ce pas mourir en joyeux du grille que de mourir la querette? À propos du pourquoi celles d'une demoiselle sont-elles toujours fraîches? Ce problème n'est ni dans Aristote, ni dans Plutarque. C'est pour trois raisons qui font qu'un lieu est naturellement rafraîchi. Primo, parce que l'eau ruisselle tout de l'eau. Secondo, parce que c'est un lieu ombragé, obscur et ténébreux. Plus jamais le soleil ne luit. Et troisièmement, parce qu'il est continuellement aimanté par les vents du trou de bise, de la chemise et de la braguette. Allez, bonne, à voir. C'est bon, je peux pas avoir un autre aujourd'hui. Que Dieu est bon de nous donner son bon mou. Mon ami, valez-moi encore que cette volaille. Donc, déjà à 5 heures. Ne meurs que toi, quoi. Ce vin n'est pas des plus mauvais. Parce que, mon ami, vous ne me dites jamais autour de mienne que c'est un ami. Et à la fin de la coupe, je mens. Si je ne bouge, si je ne remue, je ne suis pas un homme. Il est vrai qu'en sautant les haies et buissons, mon froc, il laisse tout là. À propos, j'ai récupéré un joli début. Je me donne au diable si un seul lièvre lui échappe. Un laquais le menait, je l'ai dépoussé. Ai-je mal fait? Nenni, frère Jean! Nenni! Par tous les diables! Nenni! Alors, à la santé de tous ces diables, tant qu'il y en a, encore Dieu! Comment vous jurez, frère Jean? Ce n'est que pour orner mon langage. Ce sont des figures de rhétorique cérémonielle. Moi, le chrétien, considérez le mérite de ce moine, car il nous réjouit tous ici. Et comment se fait-il que l'on chasse les moines de toutes les bonnes compagnies, les traitant de troubles faits? Il n'y a rien de plus vrai. Le froc attire sur eux d'opprobre des injures et malédictions. La raison péremptoire en est je mange la merde du monde. Et en tant que mâche merde, on les rejette dans leur latrine, à savoir leur couvent et abbaye, écartés de la conversion
ça sans y penser. Et j'appelle ça moque Dieu, et non pas en renom. Et s'il prie pour nous, c'est de peur de perdre leur miche et leur soupe grasse. Mais notre bon frère Jean, chacun le souhaite dans sa compagnie. Il n'est pas bigot, il n'est pas guéguenier, il est franc, courageux, joyeux, bon compagnon. Il travaille, il laboure, il défend les opprimés, console les affligés et secoue ceux qui souffrent. Je fais bien plus, mais à voir, à voir. Hey, hey, et pourquoi frère Jean a-t-il ainsi bonnet? Parce que Dieu nous fait en telle forme et en telle fin, tel un potier, la vaisselle. Parce qu'il fut l'homme le premier à la foire des nez. Il a pris un des plus beaux. C'est selon la philosophie monastique, parce que ma nourrice avait les tétins mollets. En la tétant, mon niece s'y enfonçait comme dans du beurre, et là, levait et croissait dans la part. Les durs tétages d'une nourrice font les enfants camus. Mais quelle page! Que 100 diables me sautent au corps s'il n'y a pas plus de vieux irognes que de vieux médecins. Du sommeil sonna à leur porte. Et le lendemain matin, Commençons nos matines par boire. Si son esprit n'est pas conforme à la diététique, il faut en premier récurer l'estomac, les déchets, l'excrément. C'est bien diétisé. Mais j'ai conclu un pacte avec mon appétit. Il se couche avec moi et se lève de même. Vino bonum. Vino bonum. Vino bonum. Au matin, je me régure le poumon avec ce joyeux bréviaire et me voilà prêt à boire. Et quel usage faites-vous de ces belles heures? L'usage fait à fréquent. 3 psaumes et 3 leçons pour rien du tout, si on veut. Les heures sont faites pour l'homme et non pas l'homme pour les heures. On les raccourcit et on les allonge comme on veut. Courte prière mène au ciel, longue radade vide le verre. moi je le sais, mon petit Guillaume, mais tu es trop fort. En cela, je vous ressemble. Mais venite à côté mousse. Venez, que nous buvions. On apprêta alors force cassonade et de belles tartines matutinables. Et le moine put son content. Après quoi, ils retournèrent affronter leurs ennemis. Ne me dites pas qu'un appétit pareil ne soit pas contagieux, et que le gosier et l'estomac ne sonnent pas creux.
mandibule s'annonce. Regardez et humez plutôt. Mais, avant de manger, avant de boire, voyez un événement exceptionnel de notre grande histoire. Non, vous avez assisté à un événement exceptionnel de l'épopée ravnésienne. La naissance de Pantagruel, fils de Gargantua et de Bas-de-Bec, son épouse bien-aimée. Un moment de bonheur, ça va de soi, mais aussi un moment tragique. Que vous allez le voir. Pleurerais-je? Oui, mais pourquoi? Ma femme Simone est morte. Elle était la plus... Ceci, la plus... Cela qui jamais fut au monde. Jamais je ne la reverrai. Jamais je ne retrouverai sa pareille. Oh, cela m'est une perte inestimable. Oh mon Dieu, que n'ai-je fait pour me punir ainsi? Que ne m'as-tu pas envoyé la mort en premier? Quand vivre sans elle, c'est dépérir. Oh, ma belle, ma mignonne, mamie, mon petit con, ma tendresse, ma braguette, ma tantou. Je ne te verrai plus. Mort. Quel mal tu me fais en me levant. Oh. Mon petit-fils, mon couillon, oh, mon peton. Que tu es jolie. Que je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir donné un si beau fils. Que je suis aise. Buvons. Oh, pour la porte du malheur, ton rince sévère, souffle le feu, allume la chandelle et coupe le pain et que je me mette en point pour fêter nos commères. Seigneur Dieu,
Faut-il qu'encore je m'attriste? Cela me fâche. Je ne suis plus tout jeune. Le temps est malsain, je pourrais attraper quelques fièvres. Cela me fâche. Foi de gentilhomme, il faut pleurer point et boire davantage. Ma femme est morte, mais je ne la ressusciterai pas par mes pleurs. Elle est au paradis, moi. Sinon, Dieu, elle prie Dieu pour nous. Elle est bien heureuse. Elle ne se soucie plus de nos misères et canalités. C'est ce qui nous prend au nez. Que Dieu garde les vivants. Oh, il faudra penser avant de trouver une autre. Allez à son enterrement. Et pendant ce temps, je bercerai mon fils ici, car je ne me sens pas bien et risque de tomber malade. Mais buvez un bon coup avant, cela vous fera du bien. Oui. Explorare!
Pantagruel, après avoir bien étudié à Orléans, décida de visiter la grande université de Paris. Il se rendit donc à Paris avec ses gens. À son entrée, tout le monde sortit pour le voir, car vous savez que le peuple de Paris est sot par nature. Il étudia quelque temps et il trouva que Paris était une ville bonne pour vivre, mais non pas pour mourir, car les gueux de saints innocents se chauffaient le cul avec les ossements des morts. C'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. Il estima la bibliothèque de Saint-Victor fort magnifique, à cause de certains livres qu'on y traque. Braguetta Iuris, de la braguette du droit. La Paris de Paris de l'épreuve. Und Decretum Universitatis Parisiensis super gordiagitate sur le décret de l'Université de Paris à propos des décolletés. L'apparition de Sainte Gertrude a une âme enceinte. Ah, honesté pétandi in societate. De là de péter poliment en société. De brodorium usum et honestate copinante, de l'usage des bouillons et de l'art de vider les choses. Décrotatorium colardium. Et oui, cher ami, il n'y a pas que le vin qui vous anime. Il en va pareillement des livres, un savoir fabuleux, donc extraordinaire, qui en sont tant les ânes de la Sorbonne. Mais le moment est venu de suivre de plus près le compagnon Panurge, moins que le vin, moins que les livres. Ce sont les beaux appâts des femmes. Un jour, que Pantagruel et Panurge se misaient de larmes et que la conversation en vint à la braguette, Panurge, merci, que l'armure de l'homme de guerre commence par la braguette. Vous voulez maintenir que la braguette est la pièce principale de l'armure militaire? C'est une théorie paradoxale et nouvelle. Je le maintiens. Voyez comment la nature, voulant que les arbres, herbes et végétaux dotés de vie se perpétuent et durent, a étonnamment appelé leurs chair et ses semences, les a munis et couverts par admirable industrie. Quelles gousses, coquilles, orties, écorces, noyaux, épines, qui leur sont toutes de belles et fortes braguettes naturelles. Ce n'est pas ainsi que la nature pourvoit à la pérennité du genre. Elle créa l'homme tendre et fragile, comme être animé, non pas son plan, un être animé, dis-je, né pour la paix, pas pour elle, né pour la jouissance merveilleuse de tous les fruits et légumes. À demain, passez le temps de l'âge de fer. Fin le temps de la méchanceté entre les humains. La terre s'imite à produire orties, chardons, épines et autres signes de rébellion des végétaux contre l'homme. Presque tous les animaux s'affranchirent et conspirèrent à ne plus les servir, puis résister et unir.
passé du service de plusieurs animaux, tu s'armais. Parle-t-il Sakono? Depuis les dernières nuits, tu es devenu un vrai siffle-chat. Je dis bien, philosophe. Considéré comme la nature, l'esquira pour sa vie. Et quelle partie du corps il commença par armer en premier? Ce fut par la couille. Ainsi en témoigne le capitaine et philosophe hébreu Moïse, affirmant que l'homme s'arma d'une brave et forte baguette faite de feuilles de figuier qui sont par nature très commodes de par leur dureté, découpure, grandeur, couleur, odeur. Pour couvrir et arrimer les couilles. Faites aux exceptions des horrifiques couilles de l'oreille qui descendent au fond des culottes, appris d'abattu. De toutes mes témoin Valentin, le roi de Mardi Gras, qu'un 1er de mai, je trouvais à Nancy, décrotant ses couilles étendues sur une table comme une carte à l'espagnol. Donc, dorénavant, quand on enverra un soldat à la guerre, il ne faudra plus lui dire sauve ton carafon, mais sauve ton pantalon. C'est-à-dire les couilles. Partout, diable de l'enfer. Dans les vertus de guérir que la personne. Les couilles perdues. Terrible. L'espèce humaine. C'est ce qui fit conclure Galien dans son livre du Sphère, qu'il serait le moindre mal de ne point avoir de cœur, que de n'avoir de génitoire. Ainsi sont écrits dans le livre Le Simagrée de Pucelle ces vers. Celle qui fit son mari tout armé, fort la baguette, allèrent à l'escarmouche, lui dit: ami, de peur que l'on me touche, armez cela qui est le plus aimé. Quoi? Tel conseil devrait être blâmé? Je dis que non, car sa peur, la plus grande, était de perdre, le voyant animé, le bon morceau dont elle était friande. Poursuivant sa conversation avec Pantagruel, Panurge en vint à parler du mariage. Dans quelle loi était-il donc stipulé et établi que les jeunes mariés seraient exempts d'aller à la guerre? Dans la loi de Moïse. Ah, et pourquoi donc les jeunes mariés? Selon mon opinion, c'est afin que la première année, ils jouissent de leur amour à loisir, œuvrent à produire des descendants et fassent provision des
rendre compte avec certitude si leur femme était stérile ou féconde, pour mieux contrôler, elle, seconde noce, après le décès des premiers mâles. Les féconds diraient à ceux qui voudraient proliférer, les réels à ceux qui n'avaient pas le désir et qui l'éprouveraient seulement pour un usage domestique, l'entretien du ménage. Ah, les prédicateurs de Varennes maudissent les secondes noces, les jugeant trop folles ou trop honteuses. Ainsi, le frère Anguélan, qui en plein sermon jurait et se donnait au premier diable venu, s'il n'aimait pas mieux dépuceler 100 filles que biscotter une œuvre. Et que diriez-vous si cette exemption leur était donnée après avoir, au long de l'année, tant taloché leurs épouses, étant égoutté leurs phases spermatiques, s'ils en deviendraient tout flappis, tout ramollis, tout éradiés, si bien que, advenu le jour de la bataille, ils plongeraient plutôt comme des canettes, sans donner de coups qui vaillent, les grands coups ayant déjà été donnés sous les rideaux de l'église. Pourquoi ce nouvel accoutrement? Ah, en fait, je vous avais posé la question sans raison bien raisonnante. La vérité, c'est que je veux me marier. À la bonne heure, vous m'envoyez bien réjoui. Sachez que dans cette pure réside une certaine propriété occulte. À peine les revêtus que déjà j'enrage, je démange, je crie d'être marié et de labourer ma femme. Et je vous en supplie, dites-moi votre avis. Puisqu'ainsi vous l'avez décidé et en avez pris la ferme résolution, n'en parlons plus. Ne reste plus qu'à passer à l'exécution. Oui, mais je ne voudrais pas passer à l'exécution sans votre conseil et bonheur. Je suis de votre avis et je vous le conseille. Mais voudriez-vous qu'ainsi je demeure toute ma vie sans conjugale compagnie? L'homme seul n'a jamais le contentement des gens mariés. Par Dieu, mariez-vous donc. Eh bien, si ma femme me faisait cocu. Oh, j'aime bien les cocus. Ils me paraissent des gens de bien et les fréquente volontiers. Mais puissais-je mourir, je ne le voudrais être. Ce point par trop me point. Ne vous mariez donc point. Mais puisque de femme je ne puis me passer, il faut que toi ma fille. Sinon, vivre je ne saurais. Ne serait-ce mieux que j'épouse une femme honnête et prude, plutôt que d'en changer tout le temps, de jour en jour, au risque de quelques coups de bâton, ou pire, de la perdre. Par Dieu, mariez-vous donc. Mais si Dieu le voulait, et qu'il a fait que j'épouse une femme de bien, ne dit-on pas qu'elles ont, pour la plupart, la tête mauvaise? Je m'en passerais bien pour cette âme. Et donc quoi? Si l'inquiétude continua à ronger le cœur de Panurge, devait-il se marier ou non? Et surtout, sera-t-il cocu ou non? Les présages ne furent pas bons quant à la fidélité de la future. Par l'entremise des arts divinatoires, Pantagruel convoqua Virgile, qui confirma un sombre ciel conjugué. Panurge se rendit alors chez une vieille sorcière habile à prédire l'avenir. Le verdict fut pire. Que faire pour inverser le sang? Compère Épistémon, compère Épistémon, mon vieil ami, compère Épistémon, mon vieil ami, saurais-tu me protéger? Je suis en fantaisie de me marier et je crains d'être cocu. Dois-je me marier ou non? Le cas étant en deux, et je me sens pas trop piquante à le tout.
je te montrerai ta femme en train de trimballer avec deux Russes. Oh, quand tu mettras ton nez dans mon cul, souviens-toi d'enlever tes lunettes. Et par là, quand on commence, tu n'auras pas besoin de lunettes. Dans un miroir, je te montrerai ta femme en train de se faire biscotter. Par la pitomancie, par la tyromancie. J'ai là un fromage, un poil. Et par l'encéphaléonomancie, en Allemagne, nous la pratiquons en faisant rôtir une tête d'âne sur des chapons sartans. Par la séromancie, la pharmacie fondue jetée dans l'eau, tu verras très clairement ta femme et ses tambourinets. Par la tétramancie, par l'onomatomancie, quel est ton nom? Marche, merde! Et par l'électriomancie, je déciderai un cercle que je partagerai sous tes yeux en 24 portions égales. Sur chaque portion, une lettre de l'alphabet. Sur chaque lettre, un crâne de froment. Et puis, j'achèverai un bouc vierge. Vous verrez qu'il mangera les lettres posées sur les grammes posés sur les lettres. C'est O, C, U, S, E, R, A. Cocu sera. Et par là, testis, piscine. Par les trompes piscine, vieux fou! Va au diable! Ah, va te faire lanterner par un fin noir! Attends de diable! Sois le cocu cornu sorcier du diable! Vrai Dieu! Comme une main parfumée de fascisme et de sorcellerie! Mais dis pas toujours oui, toi! Allez, et que le diable l'emporte! Allons boire! Oui, applaudissons-les. Contrarié par les propos de Herr Gripa, allure, je fit appel au conseil de frère Jean. Mais moi en joie, mon bedon, j'ai l'esprit tout matagrabolisé des propos de ce fou diabolique. Écoute-moi, couillon mignon, couillon arquebusant, couillon culottant. Frère Jean, mon ami, je t'en prie, dis-moi, dois-je me marier ou non? Marie-toi de parler diable. Marie-toi et carillonne un double carillon de couillon. Encore le plus vite possible. Dès ce soir, fais crier les vents et le nid. Père du Dieu, pourquoi veux-tu te réserver? Ne sais-tu pas que la fin du monde approche? Voudrais-tu qu'on te trouvât les couilles pleines au jugement dernier? Donc, Frédéric, tu dis carré. Tu as l'esprit limpide et serein, frère Jean, couillon métropolitain, et tu parles pertinemment. Et je suis d'avis que dorénavant, quand on voudra exécuter un larron, on le fasse biscotter sans lâche, si bien que dans ces vases spermatiques, il ne reste plus de quoi tracer un Y. Ainsi, mourra-t-il sans regret. Parce
ça, Rigomère. Panurge, mon ami, je ne te conseille rien que je ne ferais si j'étais à ta place. Aussi, prends garde à toujours enchaîner et perpétuer tes coups. Si tu t'interromps, tu es perdu, pauvre. Il t'adviendra ce qu'il advient aux nourrices si elles cessent d'allaiter et perdent leur lait. Si tu n'exerces pas continuellement ta mentule, elle perdra son lait et ne te servira que de pissotière. Les couilles, pareillement, ne te serviront que de gibecière. Aussi, filleule, maintiens tout ce bas et menez pas trop de hit en état de la courage, sans éternel. Je te crois, frère Jean, mon couillon gauche. Tu vas au rendement en besogne. Je me marierai donc, je te l'assure, dur comme bronze. Quant au second point, tu sembles douter que le réel Dieu du jardin me soit favorable. Je te supplie de bien me croire que je l'ai à mes ordres, docile, attentif, obéissant en tout. Il suffit de lui lâcher la main, lui montrer sa proie et dire « Allez, compagnon !» Et combien même ma future femme serait aussi gloutante du plaisir vénéral que le fut jadis. Je te prie de croire que je l'ai encore plus copieux pour la contempler. Aristote a déclaré que le sexe féminin est en soi insatiable. Et je veux que l'on sache que j'ai l'instrument infatigable. Je me prie de croire que mon instrument naturel est le primo del mondo. Ah, je t'entends, mais le temps vient à bout de toute chose. Je vois déjà ton poil qui sonnait sur ta tête et ta barbe, par ses nuances de blanc, de gris, de noir, me paraît une map monde. Regarde, voilà l'Afrique, voilà l'Asie, et là, les montagnes de la Lune, et ici, les marais du Nil. Oh, et là, oh, et là, l'Europe. Ce toupet, ce sont les monts hyperborés. Par ma soif, mon ami, quand les neiges sont sur les montagnes, c'est-à-dire sur la tête et le menton, il n'y a pas de vent de chaleur dans les vallées de la Franquette. Oh, occupe-toi de tes engelures. Tu me reproches mon poil grisonnant, sans prendre en compte la nature des poireaux qui ont la tête blanche et la queue verte et verte. Ma foi, frère Jean, ça commence à m'irriter. Vous autres, cerveaux enfroqués, n'y voyez-vous aucun remède? Un homme ne peut-il traverser ce monde sans tomber dans les gouffres du coquillage? Au propos du frère Jean ne put libérer Panurge de ses angoisses et il s'en retournait auprès du bon roi Pantagruel. Mais... Ah, Panurge, quel homme! Et oui! Il n'avait pas besoin d'être marié pour biscotter les femmes. Et le voilà! Qui jette son dévolu sur une dame mariée de Paris. Madame, il serait fort utile à toute la République
désirable pour vous, honorable pour votre lignée et nécessaire pour moi, que vous soyez couverte de ma race. Et vous pourrez le voir, l'expérience vous le démontrera. Misérable fou! Vous appartient-il de me tenir de pareils propos? À qui pensez-vous parler? Allez, partez, et ne vous trouvez plus jamais devant moi, car pour un peu, je vous aurais fait couper bras et jambes. Mais il me serait égal d'avoir bras et jambes coupés, pourvu que vous et moi nous ayons une partie de plaisir. Oh! Car voici Maître Jean Jeudi, qui vous ferait danser un branle, que vous sentiriez jusque dans les os. Ah, il est galant, et c'est si bien trouvé les petits détails et bubons dans la ratière, qu'après lui, il n'y a plus qu'à épousseter. Misérable! Si vous dites encore un mot, j'amènerai les gens et vous ferez vous rouer le cou. Oh, mais vous n'êtes pas si méchante que vous le dites, car les hauts cieux tomberaient dans l'abîme, et la nature en serait complètement pervertie si dans votre beauté et votre élégance il y eut une goutte de fiel ou de malice. Vous êtes si belle, votre beauté est si singulière qu'à mon avis la nature l'a mise en vous pour nous donner à entendre tout ce qu'elle peut faire quand elle veut employer son savoir. Ah, ce n'est que miel, ce n'est que sucre, ce n'est que manne céleste. Tout ce qui est en vous. Oh Dieu, déesse céleste, tant qu'il sera heureux cet homme à qui vous accorderez la grâce d'étreindre cette femme, de l'embrasser et de frotter son arme pour le ciel. Ah, par Dieu, mais ce sera moi. Je le vois bien, car elle m'aime déjà beaucoup. Ah, j'y suis prédestiné par les fées. Donc, ce n'est pas à vous, c'est à vous que Paris devait donner la pomme d'or. Non pas à Vénus. Donc, pour gagner du temps, vous te pousse en jambon. Et le lendemain, il la retrouva à l'école, à l'heure où elle allait à la messe. Madame, je suis si amoureux de vous que je ne peux ni pisser ni fianter. S'il m'en arrivait quelque mal, qu'est-ce que cela ferait? Oh, allez, je ne m'en soucie pas. Laissez-moi ici, priez Dieu. Alors, priez Dieu, pour qu'il me donne ce que votre noble cœur désire. Donnez-moi votre chapelet. Tenez, il ne mettra rebusquer. Ce malade vous servirait. Jamais reprendre vos chapelets. Je lui dirai qu'un voleur me l'a prise à l'église. Troisième rencontre entre Manuge et la dame qu'il convoite. Qui de nous deux aime le plus l'autre? Je ne vous ai point, car, comme Dieu le commande, j'aime tout le monde.
Vous n'êtes donc pas amoureuse de moi? Allez, je vous ai déjà dit de ne pas me tenir de tels propos. Ce n'est pas à moi que vous devez parler ainsi de déshonneur. Partez et rendez-moi mon chapelet, afin que mon mari ne le demande pas. Votre chapelet, madame? Je n'en ferai rien, mais je veux bien vous en donner un autre. En voulez-vous mieux en or émaillé, de la forme d'une grosse sphère, ou bien en massif, comme de gros lingots? En voulez-vous un avec de gros émeraudes, de belles topazes, ou bien avec de gros grains de diamants à 28 facettes? Non. C'est trop peu pour vous, c'est trop peu. Je connais un beau chapelet d'émeraude dont la boucle est ornée d'une perle persique grosse comme une orange. Oh, il ne coûte que 25 000 $. Je veux vous en faire cadeau. Hein? Non. Vous n'avez qu'à dire oui. Non. Je vous remercie. Je ne veux rien de vous. Mais moi, je veux bien quelque chose de vous. Cela ne vous coûtera rien et ne vous enlèvera rien. Car voici maître Jean-François, hein, qui demande le logis. Aussi, voici. Mais vous ne voulez donc pas vous laisser faire un peu? Merde pour vous. Vous ne méritez pas ni d'avoir tant d'honneur. Mais par Dieu, je vous ferai chevaucher par les chiens. Se livrant sur la dame à une infâme vengeance. Mais ceci est une autre histoire. Et bien entendu, de cette histoire, vous n'en saurez pas le premier mot. Et voici venu le moment de tourner la page ultime et de vous dévoiler son phare, le génie d'un enfant sublime. Bien entendu, c'est du Gargantua qu'il s'agit et qui a sa part. Voici revenu, enfin, à notre point de départ. À la fin de la 5e année, Grangousier vint voir Gargantua et se réjouit d'avoir un tel fils. Il eut tant que peu avec lui, s'assurant si les gouvernantes l'avaient tenu propre et net. Dans tout le pays, il n'y a pas de garçon plus net que moi. Comment cela? Parlant des curieuses expériences, j'ai inventé un moyen de me torcher le cul. Le plus noble, le plus efficace et le plus parfait qu'on ait jamais vu. Lequel? Vous allez le savoir. Une fois, je me suis torché le cul avec le cache-nez de velours d'une demoiselle. Et je trouvais cela bon, car sa douceur soyeuse me procura une grande volupté au fondement. Avec des oreillers en satin. Mais les saloperies de bijoux qui les ornaient m'écorchèrent tout le derrière. Que le feu de Saint-Antoine crame le poil oculé de l'orphelin qui les a faits et de la demoiselle qui les portait. Puis, j'entends derrière un buisson, j'ai trouvé un chat. Mais c'est
suis guérie le lendemain en me torchant avec les gants de ma mère. Puis, je me torchais avec de la marjolaine, du fenouil, des feuilles de chou, de vigne, de laitue, d'épinards et de la soule. Les gens cagaient du sang. Je m'en suis guérie en me torchant avec des draps, des rideaux, une serviette, un tapis, un peignoir. Les gens tiraient plus de plaisir qu'un galeux qu'on étrit. C'est bien, mais quelle torche cul trouves-tu le meilleur? J'y viens. Vous en saurez bientôt le fin mot. Je me torche avec du foin, de la laine, du papier, mais toujours les couillons de la morse qui sont plus sales de papier torche. Quoi, mon petit couillon, tu rimes déjà? Tard au roi, je vais tenter plus. En voulez-vous davantage? Oui, dame. Voilà un rondeau. En chiant, l'autre jour, j'ai reniflé le cri de la mon cusu. L'odeur fut autre qu'espérée. J'en fais un plan plus petit. Ou, si quelqu'un est consenti de m'amener une que j'attendais. L'autre jour, en chiant, je lui aurais recommandé son trou de lit de bonne aloi, pendant qu'elle eut avec ses doigts mon trou de meuble protégé. En chiant. Ce n'est pas décomposé, mais qui m'est entendu je l'ai gardé en mémoire. Mais revenons à nos propos. Lequel? Chier? Non, se torcher le cul. Voulez-vous parler d'une barrique de vin que je vous donne le pion à ce sujet? Assurément. Il n'est point besoin de se torcher le cul, sauf s'il est souillé. Et il ne peut être souillé si l'on n'a pas chié. Donc, il nous faut chier avant que de nous torcher le cul. Oh, que du bon sens, mon petit garçon. Un de ces jours, je te ferai passer docteur en gai savoir. Par Dieu, car tu as plus de raison que d'âme. Mais, je t'en prie, continue ce propos torche-tu-la-vie. Je me torchais avec une pantoufle, un oreiller, un palmier. Quel peu plaisant torche-cul. Puis, avec un chapeau, notez là, en feu, en velours, à poil, à satin. Le meilleur de tous est celui à poil, car il permet de bien dégager la matière fécale. Puis je me torchais avec une poule, un guêpe, la peau d'un veau, un pigeon, un cormoran. Mais en conclusion, je dis et me tiens que rien ne vaut pour torcher le cul un oiseau bien du ventre. Pourvu qu'on lui tire la tête entre les jambes. Croyez-moi sur l'honneur, vous ressentez au trou du cul une volonté mirifique, tant par la chaleur tempérée de l'oiseau que par la douceur de ce duvet. Et par la chaleur même, laquelle se communique facilement du poil oculier et des intestins jusqu'à la région du cœur et du cerveau. Ah, je vous le dis, de ces seuls propos que devant vous vient de tenir mon fils Gargantua, j'en déduis que son intelligence tient de quelque puissance divine. Non, je la trouve subtile et profonde. S'il est bien éduqué, il atteindra un souverain degré de sagesse. Et voici que le moment de se quitter arrive. En espérant vos compliments et point vos invectives, le comédien, nos musiciens, tous vous saluent. Je vous souhaite bien sûr, les lycéens ont été servis pendant qu'on jouait,
Il reste encore des cafés à boire. Et bien, on vous souhaite encore de bonnes fins de soirée. Thank you.